Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, et qui va nous parler de l'entrée en guerre des États-Unis il y a 100 ans. D'ailleurs, il y a des manifestations, c'est la quinzaine américaine actuellement, et depuis le 10 novembre jusqu'au 26 novembre, il y a plusieurs manifestations qui se font dans ce cadre et dans Saint-Maur. C'est avec plaisir que je vous présente Monsieur André Caspi. Mesdames, Messieurs, c'est avec le plus grand plaisir que je me retrouve dans la salle Rabelais du théâtre de Saint-Maur. D'habitude, je suis assis à votre place et c'est avec une certaine émotion que j'ai monté ces quelques marches pour me retrouver sur la scène. En tout cas, ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est de voir cette nombreuse assistance qui rassemble à la fois des adhérents de l'Université pour tous et puis des adhérents de culture et conférences que met sur pied le théâtre de Saint-Maur. C'est en effet l'occasion, en somme, de rassembler celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à tous les domaines que ces conférences abordent. Et moi, je suis tout simplement chargé aujourd'hui de vous parler de l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, pour cela, je crois qu'il faut essayer de se reporter au mercredi 13 juin 1917. Peut-être vous ne vous rappelez pas ce qui s'est produit ce jour-là. Alors je vais vous le dire. Si vous aviez été à la gare du Nord, à 18h30, vous auriez vu arriver le train de Boulogne. Et du train de Boulogne sont descendus le général Pershing et ses aides. Le général Pershing qui venait d'être nommé commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Et sur le quai, pour l'attendre, il y avait les autorités civiles et militaires. Le président de la République ne s'était pas déplacé, ni le président du Conseil, mais il y avait le vice-président du Conseil, René Viviani, il y avait le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, il y avait Foch, qui n'était pas encore maréchal, mais qui allait bientôt le devenir, et puis il y avait Joffre, qui lui était maréchal depuis déjà quelques mois. Et tous ces gens-là sont venus pour accueillir cet Américain qui avait traversé l'Atlantique entre le 28 mai et le 6 juin, qui avait fait une escale en Angleterre et qui venait d'Angleterre. Et alors pourquoi la gare du Nord et pourquoi 18h30 ? Eh bien précisément parce que les Français tenaient beaucoup à ce qu'il puisse être vu, à ce qu'il puisse être applaudi, à ce qu'il puisse être accueilli par les Parisiens. Et tout au long de son trajet, car les Américains de cette époque, quand ils étaient des officiels, logeaient inévitablement à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Donc tout au long de son trajet, le général Pershing a été acclamé, applaudi. C'était véritablement une entrée triomphale dans Paris. Un petit peu, si vous voulez, comme John Kennedy quand il est arrivé en 1961. La grande différence, c'est que John Kennedy était accompagné de Jackie. Là, Pershing n'était pas accompagné de son épouse, qui malheureusement était morte dans un incendie en 1915. Mais cela veut dire que les Français considéraient que l'arrivée de Pershing, c'était l'annonce d'une immense nouvelle. C'était l'entrée des États-Unis dans la guerre, c'était la participation des soldats américains au combat. Et c'est pour cela, en somme, que les Français tenaient beaucoup à montrer le général Pershing. Et s'il est arrivé le mercredi, immédiatement il est entré en conférence avec ses alter-ego militaires et civils, et le samedi qui a suivi, il s'est rendu au cimetière de Picpus, sur la tombe de Lafayette, et c'est là qu'il n'a pas prononcé les mots qu'on lui prête. Lafayette, nous voilà. Alors ce n'est pas lui qui a prononcé ces mots, c'est son aide de camp, mais la légende veut que Pershing ait poussé ce cri de reconnaissance
à l'égard de la participation française à la guerre d'indépendance un siècle et demi auparavant. Alors, si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que l'arrivée des Américains, c'est un tournant dans la guerre. C'est en somme un événement nouveau qui renforce le moral des Français, mais qui en même temps pose trois questions. Alors c'est très pratique d'avoir trois questions parce que vous savez que dans l'université, surtout quand on est littéraire, on pratique toujours la dissertation en trois parties. Et bien là, il y a trois questions. La première question, en effet, c'est de savoir pourquoi les Américains ne sont pas intervenus en 1914. C'est-à-dire pourquoi pendant 32 mois de la guerre, ils sont restés neutres. Pourquoi ils ont attendu avril 1917 pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Et je vous précise au passage qu'ils n'ont pas déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie avant le mois de décembre et qu'ils n'ont pas déclaré la guerre du tout à la Turquie qui était alliée des deux puissances centrales. Donc pourquoi ont-ils attendu 32 mois? Et puis la deuxième question, et dans ce cas, comment expliquer que subitement, en avril 1917, ils franchissent le pas et décident d'entrer dans le conflit européen? Et puis enfin, dernière question, il est évident qu'on peut s'interroger sur ce qu'a été l'apport américain à la guerre, en quoi cela a transformé le conflit qui durait depuis août 1914. Alors, commençons par le commencement. Imaginons ce qu'étaient les États-Unis en 1914. Aucun rapport avec les États-Unis de 2017. Il faut que vous fassiez vraiment un effort de dépaysement. En 1914, il y a 100 millions d'Américains, c'est-à-dire 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et encore, la population américaine ne cesse pas d'augmenter parce que depuis une vingtaine d'années, l'immigration de masse contribue à renforcer la population. C'est-à-dire que chaque année ou presque au début du XXe siècle, il entre 1 million d'immigrants aux États-Unis. Et si vous rapportez cela à notre population française d'aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, il entrait chaque année en France 800 000 immigrants, légaux, je précise. Donc ça veut dire que les États-Unis ne cessent pas d'accroître leur population. Et ces immigrants qui arrivent proviennent ou bien des régions méditerranéennes, tout particulièrement d'Italie, ou bien d'Europe centrale et surtout orientale, c'est-à-dire ce sont des Russes, des Polonais, mais les Polonais jusqu'en 1918 font partie de l'Empire russe, ce sont des Hongrois, ce sont des Roumains, c'est-à-dire que ce sont des Européens de l'Est et des Européens du Sud. Donc ce sont des immigrants qui viennent aux États-Unis parce qu'ils viennent chercher fortune, ils viennent chercher du travail, ils viennent chercher la liberté, leurs motivations sont extrêmement diverses. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que s'ils viennent aux États-Unis, c'est précisément parce qu'ils tournent le dos à l'Europe. C'est parce qu'ils n'ont plus envie de vivre en Europe, ils veulent vivre en Amérique. C'est en Amérique qu'ils placent leur avenir. C'est en Amérique qu'ils cherchent du travail, c'est en Amérique qu'ils fondent des familles, c'est en Amérique qu'ils espèrent vivre heureux. Et du coup, ces immigrants essayent, dans toute la mesure du possible, d'entrer dans le creuset américain. Mais ça ne se fait pas comme ça entre la poire et le fromage. Il faut évidemment des efforts. Alors ce sont des Américains à trait d'union. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, ce sont des Germano-Américains. Ah, ce sont des Italo-Américains. Ah, ce sont des Russo-Américains. » Et comme il y a beaucoup de Juifs parmi tous ces immigrés, ce sont des Judéo-Américains. Donc vous voyez, cela veut dire que la population américaine n'est pas véritablement unifiée. C'est une population en devenir. Et c'est une population qui ne cesse pas de croître parce qu'il n'est pas compliqué de franchir le barrage d'Ellis Island. Il n'y a pas de contrôle, sauf pour ceux qui sont très malades ou pour encore les analphabètes.
parce qu'il y avait en effet un exercice qui consistait à vérifier que le futur immigrant savait un peu lire et écrire. On lui demandait de compter de 1 jusqu'à 20. Il s'entraînait donc sur les navires avant d'arriver à New York, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. Mais les officiers d'immigration, un peu plus astucieux, demandaient dans ce cas-là de compter à l'envers, c'est-à-dire à partir de 20, et on pouvait savoir qui avait appris par cœur de 1 à 20, ou qui, tout simplement, ne savait rien de la comptabilité la plus élémentaire. Donc, vous voyez, j'insiste bien là-dessus, une population d'immigrants, et une population qui a tourné le dos à l'Europe, et qui, en plus, ne comprend pas très bien ce qui se passe en Europe. Parce que la guerre qui éclate en août 1914, elle a des origines extrêmement complexes. Les historiens en discutent encore aujourd'hui, c'est vous dire. Donc on se demande pourquoi l'Europe, qui était en paix relativement depuis les guerres napoléoniennes, pourquoi l'Europe subitement tombe dans un conflit armé entre la France et l'Allemagne, entre la Grande-Bretagne et la France et la Russie d'un côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie de l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi, en somme, va-t-on se battre pour des causes qui, vues des États-Unis, paraissent particulièrement difficiles? Vous savez, si vous demandiez à un Américain en 1914 où est la Bosnie-Herzégovine, vous pouvez aussi la demander en 2017 d'ailleurs, mais il est évident qu'en 1914, la Bosnie-Herzégovine, ça paraissait un peu loin. Donc, pour les Américains, il n'y a pas de raison majeure d'entrer dans le conflit. Et puis d'ailleurs, on peut avoir des sympathies. Les Germano-Américains ont des sympathies pour l'Allemagne, même s'ils ont quitté l'Allemagne. Parce qu'il ne faut pas confondre l'Allemagne du Kaiser Guillaume II avec l'Allemagne de Hitler. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même Allemagne. Donc c'est une Allemagne brillante, civilisée, avec de grands musiciens, de grands écrivains, mais c'est une Allemagne qu'ils ont quittée, et c'est une Allemagne avec laquelle ils ont encore des liens, peut-être de la famille. Donc les Germano-Américains ne sont pas du tout hostiles à l'Allemagne. Prenez par exemple l'Angleterre. L'Angleterre, vous allez me dire, c'est la mère des États-Unis, les Américains parlent anglais, c'est pas exactement le même anglais, mais c'est pas très grave. Mais bon, il n'y a aucune raison, en somme, d'être hostile à l'Angleterre. Ah ben non, vous vous trompez. D'abord parce que parmi ceux qui viennent des îles britanniques, il y a des Irlandais. Les Irlandais détestent les Anglais. Et les Anglais le leur rendent bien. Et en plus, les Anglais sont les maîtres de l'Irlande à cette époque-là et ont commis un certain nombre de crimes dans la répression des indépendantistes irlandais. Puis l'Angleterre, c'est aussi une puissance coloniale. Or, les États-Unis, par définition, détestent le colonialisme, puisqu'ils ont rompu précisément avec la mère patrie. Donc l'Angleterre n'a pas forcément une image de marque qui soit très favorable. Alors la France, la France, évidemment, tout le monde nous aime, ça c'est bien connu. Mais tout le monde nous aime depuis Lafayette. Sauf que la France est quand même alliée avec la Russie. Or la Russie, ça n'est pas un régime vraiment démocratique, c'est un régime autoritaire avec le tsar, c'est un régime persécuteur avec les pogroms de 1880 à 1890, c'est-à-dire que c'est un régime que beaucoup d'originaires de Russie, qu'ils soient orthodoxes ou juifs ou protestants, ne trouvent pas très sympathique. Donc la France a des alliances contestables et contestées. Donc vous voyez, à chaque fois, vous retrouvez cette difficulté de comprendre bien les Américains vis-à-vis de ce conflit. Et alors, j'ajouterai simplement un point ou deux, c'est que ça n'empêche pas, évidemment, le président Wilson de considérer que dans cette affaire-là, il est nécessaire, il est indispensable que les Américains restent neutres en acte et en pensée. Retenez bien ces deux mots, en acte et en pensée. Bon, en pensée, c'est difficile à contrôler, mais en acte, ça veut dire il ne faut pas que les États-Unis prennent parti pour un camp ou pour l'autre. Les États-Unis doivent rester en dehors de ce conflit. En dehors de ce conflit, oui, mais ça ne veut pas dire que
il ne se mêle pas des activités économiques qui entourent ce conflit. Parce que les belligérants, ils ont besoin de denrées alimentaires, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de matières premières. Et quand on est un pays neutre, eh bien, tout simplement, on peut vendre des denrées alimentaires et des matières premières à tous les belligérants. C'est-à-dire qu'au fond, on peut faire du commerce. Et comme en 1914, les États-Unis connaissaient dans leur économie une sorte de dépression, ça n'allait pas très fort depuis déjà quelques années, subitement la guerre leur permet de refaire de très bonnes affaires et de continuer en somme à négocier, à commercer avec les belligérants de quelque côté que ce soit. Parce que même si on n'aime pas les Allemands, on n'est pas hostile à l'idée de leur vendre ce qu'ils demandent. Même si on n'a pas des sympathies très fortes pour les Britanniques ou pour les Français, du moment qu'ils achètent, on est vendeur. Donc pour les États-Unis, c'est une excellente occasion de poursuivre leurs activités commerciales, de faire en somme de gros profits pendant la guerre. Et ces gros profits leur permettent évidemment petit à petit d'engranger des devises. Alors vous savez, jusqu'en 1917, c'est l'Europe qui était créancière vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire qu'au fond, les Européens détenaient un certain nombre de valeurs qui faisaient qu'ils avaient une balance commerciale et financière très favorable vis-à-vis des Américains. Mais à mesure que les années passent, à mesure que le commerce se développe entre l'Amérique et l'Europe, eh bien, les choses se renversent. C'est-à-dire que c'est désormais l'Amérique qui est devenue créancière de l'Europe. Et ça, c'est un événement extrêmement important. Je vous signale que depuis lors, on n'a jamais pu renverser l'ordre. On est toujours dans la même situation. Ça veut donc dire qu'entre 1914 et 1917, voilà une situation nouvelle qui se crée. Et elle se crée d'autant plus facilement que les Américains, pour favoriser leur commerce, sont prêts à prêter de l'argent à leurs acheteurs. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent pour que les Français, pour que les Allemands, pour que les Anglais achètent des marchandises américaines. Et si on prête de l'argent, ça renforce encore la dépendance financière de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique. Donc vous voyez, c'est une neutralité profitable. Et puis j'ajouterais peut-être un point qui n'est pas négligeable, c'est que ça n'empêche pas des volontaires américains de participer à la guerre européenne. C'est-à-dire qu'il y a des ambulanciers qui viennent, il y a des femmes qui se réunissent dans des groupements comme la Croix-Rouge ou d'autres groupements de ce genre pour porter secours aux combattants français, aux combattants britanniques. Mais il y a aussi, par exemple, en 1916, la création d'une escadrille américaine, qui est l'escadrille Lafayette, qui est composée de volontaires. Mais ce ne sont pas les États-Unis qui sont directement impliqués. Ce sont en somme des groupements, ce sont des individus, c'est quelque chose en somme en dehors du gouvernement. Donc vous voyez, entre 1914 et 1917, il n'y a pas de raison majeure pour que les États-Unis entrent en guerre. Et d'ailleurs, si vous allez un jour dans une bibliothèque américaine et que vous cherchez des ouvrages sur la Première Guerre mondiale, il faut bien penser que le titre de ces ouvrages s'intitule « The European War », c'est-à-dire la guerre européenne. C'est une guerre européenne, ce n'est pas une guerre mondiale, jusqu'en 1917. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, bon, très bien, vous nous avez expliqué que les États-Unis n'entrent pas en guerre, mais pourquoi subitement, en avril 1917, pourquoi est-ce qu'ils franchissent le pas? Alors là, il faut d'abord se rendre compte qu'aux États-Unis, vous savez bien, l'élection présidentielle a lieu tous les 4 ans. Donc Woodrow Wilson a été élu en novembre 1912, il se représente en 1916. Et il est réélu en novembre 1916 avec un slogan: il nous a gardés en dehors de la guerre. Ce qui est la vérité, c'est ce que je viens de dire. Il nous a gardés en dehors de la guerre. Ça veut donc dire qu'il
il a fait campagne sur son pacifisme, sur sa volonté de rester à l'écart. Alors vous allez me dire, oui, oui, ça je comprends, il a fait campagne en novembre 1916, quelques mois après il entre en guerre, ça c'est bien une histoire de politique, les politiques font des promesses, ça n'engage que ceux qui les écoutent, je sais. Bon, mais c'est pas uniquement ça. Ça veut dire aussi qu'il y a un changement qui s'opère entre novembre 1916 et avril 1917, c'est-à-dire au cours de cet hiver 1916-1917. Ce changement tient en plusieurs points. D'abord, il y a de la part des Américains la volonté de réussir une médiation entre les belligérants. Ah, si on arrivait à les réconcilier, si on arrivait en somme à trouver une solution moyenne qui arrête la guerre, bon, ça serait très bien, et en même temps, ça donnerait au président Wilson une dimension internationale qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a des missions américaines en 1915, en 1916, qui s'adressent à Berlin, qui s'adressent à Paris, qui s'adressent à Londres. Les belligérants ne veulent pas s'arrêter de belligérer. Bon, autrement dit, ça signifie que la médiation américaine a échoué tout au long de ces années-là. Mais il y a quand même autre chose que l'échec des médiations. C'est qu'en janvier 1917, les Allemands prennent une décision capitale sur laquelle il faut s'expliquer. Cette décision capitale, c'est ce qu'on appelle la guerre sous-marine à outrance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord qu'on a trop tendance en France à considérer que la guerre, c'est ce qui se passe sur notre sol. Bah, je comprends les raisons. Mais à vrai dire, la guerre, ça ne se décide pas uniquement sur le sol, ça se décide aussi sur les mers. C'est très important parce que, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, le ravitaillement, que ce soit en denrées alimentaires ou en matières premières, doit traverser l'Atlantique s'il vient des États-Unis. Donc, autrement dit, tout ce qui touche à l'Atlantique devient un théâtre d'opération. Et pour les Allemands, c'est un théâtre d'opération qui est extrêmement urgent et important. Pourquoi? Parce que le blocus que les Britanniques établissent autour des côtes allemandes empêche les Allemands de s'approvisionner aux États-Unis. De plus en plus, les États-Unis vendent à l'Angleterre et à la France, de moins en moins à l'Allemagne, parce que la marine ou la flotte britannique empêche les bateaux américains, les bateaux marchands américains, d'atteindre les ports allemands. Autrement dit, l'Allemagne est privée de tous les produits américains. Alors, le raisonnement des Allemands est le suivant. D'abord, ils n'acceptent pas ce blocus, ça va de soi, mais d'un autre côté, ils se disent, si nous arrivons à interrompre le commerce entre l'Amérique et l'Europe, eh bien, nous gagnerons la guerre. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons détruit la flotte marchande britannique, nous aurons empêché la flotte marchande américaine d'arriver en Europe, et l'Europe privée des matériels et des denrées américaines ne pourra pas. Et à Pétrograd, c'est un gouvernement plus ou moins démocratique qui a succédé au gouvernement du Tsar. Donc, pour les Américains, c'est du pain béni, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus cette alliance avec le régime autoritaire détestable qui était le régime tsariste. C'est un nouveau régime à Moscou ou à Pétrograd. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une raison supplémentaire. Et Wilson peut dire, ben écoutez, si nous entrons en guerre, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on nous empêche de faire du commerce sur l'Atlantique. On brime, on pollue le principe de la liberté des mers. On empêche en somme les neutres d'être neutres. On coule les bateaux des neutres, ce qui est contraire au droit de la mer. Et d'autre part, eh bien, dit Wilson, maintenant nous allons combattre pour la démocratie puisqu'il n'y a plus ce régime tsariste qui pesait lourd dans la balance et qui donnait à l'alliance franco-anglaise une dimension plutôt réactionnaire et en tout cas douteuse. Donc vous voyez, tout cela se fait au mois de mars et c'est pour cela que le 2 avril
1917, Woodrow Wilson envoie un message au Congrès pour demander l'entrée en guerre des États-Unis. Alors là, juste une parenthèse. Vous savez que dans la Constitution des États-Unis, l'entrée en guerre doit être votée par le Congrès. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander combien il y a eu de déclarations de guerre dans toute l'histoire des États-Unis, parce que ça va vous surprendre, mais au total, il y en a eu 5. C'est-à-dire en 1812 contre les Anglais, en 1846 contre les Mexicains, en 1898 contre les Espagnols, et les 2 guerres mondiales. C'est-à-dire que tous les autres conflits dans lesquels les États-Unis ont été mêlés n'ont jamais commencé par une déclaration de guerre. Donc la déclaration de guerre est votée par le Congrès le 6 avril, et ça veut dire à ce moment-là que les États-Unis sont dans la guerre contre l'Allemagne, je le répète, et non pas contre l'Autriche-Hongrie ni contre la Turquie. J'ajouterai peut-être un point qui n'est pas négligeable. C'est que, bien sûr, vous allez me dire, en avril 1917, les choses vont très mal pour les Français. Le 16 avril, c'est l'offensive sur le chemin des Dames, une offensive qui échoue, qui aboutit à des dizaines de milliers de morts dans les troupes françaises et à un affaiblissement considérable du moral des Français, c'est-à-dire qu'au fond, il y a dans les troupes françaises une sorte de découragement profond avec parfois des mutineries dans plusieurs régiments. Alors, est-ce que cela influe sur les Américains? Pas du tout, parce que les Américains ne le savent pas, parce que les Français le cachent, et ils le cachent le plus possible, y compris quand Pershing arrive au mois de juin. Pershing ne le sait pas, ça. On est persuadé, en somme, que les États-Unis, que les Français sont sur le point de remporter la victoire et qu'il suffirait d'une déclaration de guerre de la part des États-Unis pour que les choses soient réglées. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Il y a là une dimension nouvelle que nous connaissons, mais que les contemporains ne connaissent pas. C'est-à-dire que tout ce qui est mutinerie, découragement, abaissement du moral, reste du domaine du secret militaire. On ne dit pas. Donc, vous voyez, on en est à ce point où les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. Et alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir quel effet cette entrée en guerre peut avoir sur le conflit. Alors, tout d'abord, l'armée américaine. Non, mais attendez, vous savez ce que c'est que l'armée américaine à cette époque-là? L'armée américaine, ils sont, si je ne me trompe, 125 000 pour 1 million. Ce qui veut dire qu'il y a un soldat américain pour 516 habitants. J'ai fait le calcul avant de venir, hein, rassurez-vous. Donc, un soldat américain pour 516 habitants. En France, en 1913, à la veille de la guerre, il y avait un soldat pour 53 Français. Donc 10 fois plus de soldats en France, comparativement à la population, qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, être soldat aux États-Unis à cette époque-là, c'est considéré comme un emploi dont on n'a pas à se vanter. Il y a un législateur américain qui disait qu'entre convict, c'est-à-dire un condamné, et conscript, et un conscrit, il n'y a pas beaucoup de différence. Autrement dit, les soldats, c'est tous, dit-on, des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Entrer dans l'armée, c'est vraiment aller y aller quand on ne sait pas où aller ailleurs. Il y a même d'ailleurs des cafés dans lesquels on inscrit sur une plaquette sur la porte « No dogs and soldiers », c'est-à-dire interdit aux chiens et aux soldats. Donc vous voyez dans quelle estime on tient les soldats à cette époque-là. Ça veut donc dire qu'il y a bien sûr des forces armées américaines, mais les unes sont occupées à combattre les Philippins, parce que les Philippins sont en pleine révolte. Les Philippines, c'est un protectorat américain à cette époque-là. D'autres sont engagés dans des guerres indiennes qui n'existent plus, mais enfin, il faut maintenir l'ordre dans l'Ouest. Bref, il n'y a aucune véritable force militaire de la part des Américains. Ça n'existe pas. Il faut mettre sur pied
cette armée. Alors, les Français se disent, les Anglais aussi d'ailleurs, très bien, on va leur montrer ce que nous savons faire, on va les inciter à mettre sur pied des forces qui vont s'adjoindre aux nôtres, et pour cela, on va les convaincre. Alors, les Français ont envoyé au mois de mai 1917 deux personnalités éminentes, le vice-président du Conseil, que j'ai déjà cité tout à l'heure, René Viviani, qui est un très grand orateur, et puis le maréchal Joffre. Et le maréchal Joffre, qui n'a plus de commandement, c'est le vainqueur de la Marne. Pour les Américains, c'est Papa Joffre. Et alors les deux, là, vont sillonner les États-Unis pour montrer aux Américains ce que c'est que les Français. Nous sommes au mois de mai 1917, pour les inciter, en somme, à se préparer à entrer au conflit. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'aucun des deux ne parle anglais. Mais Viviani est un orateur fabuleux. Il lui arrive même, et ça je vous assure que c'est vrai, hein, il lui arrive même à Chicago, quand il est à bout d'arguments, de vanter l'élégance des femmes et la virilité des hommes. Et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit parce que personne ne comprend. Et quant à Joffre, alors évidemment c'est le grand héros, et à un certain moment il faut qu'il dise quelque chose. Alors il lève son képi, et puis il dit « I do not speak French ». Vive les États-Unis. Et alors là, évidemment, tout le monde l'applaudit, vous devinez avec quel enthousiasme. Donc ça veut dire que les Français, et les Anglais ont aussi une mission d'ailleurs, sont là pour inciter les Américains à faire un effort militaire. Et c'est pour cela qu'en mai 1917, le Congrès des États-Unis vote la conscription. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'alors, dans l'histoire des États-Unis, il n'y avait eu qu'un seul exemple de service militaire obligatoire, c'était sous la guerre de sécession. Et encore, ça avait mal tourné parce que ça avait créé des révoltes dans différents États de l'Union. Eh bien, en 1917, la conscription fait obligation aux hommes entre 18 et 31 ans d'entrer au service militaire. Et c'est-à-dire qu'au fond, il faut former une armée. Mais former une armée, c'est très bien. Mais une fois que vous avez appelé ces jeunes gens sous les drapeaux, comme on dit, il faut leur apprendre le métier. Et puis non seulement il faut leur apprendre le métier, mais il faut aussi leur fournir des armes. Or, les Américains fournissent des matières premières, mais ils ne fabriquent pas d'armes. Ce sont les Français qui fabriquent des armes, ce sont les Anglais qui fabriquent des armes. Donc ce sont les Français et les Anglais qui vont envoyer des instructeurs et qui vont dire aux Américains comment on se servit de ces armes. Et d'ailleurs, c'est si vrai que même quand les Américains combattront, et là je fais un saut dans le temps, en septembre 1918, j'ai trouvé une lettre d'un Américain qui disait dans cette lettre « Nous avons reçu des fusils, mais je ne sais pas très bien comment on s'en sert ». Et ils étaient en pleine action, c'est-à-dire face aux Allemands. C'est vous dire que là, vous avez la formation difficile, longue, pénible d'une armée qui nécessite évidemment beaucoup de temps, beaucoup de patience, et aussi, de la part des Français, une attente qui dure. C'est-à-dire qu'au fond, les Américains n'entrent vraiment dans le conflit qu'1 an après la déclaration de guerre. Jusqu'en juin 1918, ils ne combattent pratiquement pas. Ils ne sont pas en mesure de combattre, ils ne sont pas assez nombreux, parce que non seulement il faut leur apprendre à se battre, mais il ne vous échappe pas que les Américains qui habitent l'Amérique doivent venir jusqu'en Europe, c'est-à-dire traverser l'Atlantique. Il n'y a pas d'avion à l'époque qui transporte, il faut le faire par navire. Mais il y a les sous-marins allemands, toujours. Et ce qui veut dire que non seulement il faut transporter les troupes, mais il faut aussi continuer à transporter les matériels et les denrées alimentaires. Et c'est pour cela que c'est un véritable miracle qui fait qu'en novembre 1918, il y a 2 millions d'Américains qui sont sur le sol de France. 2 millions d'Américains, alors que, je vous le répète, l'armée américaine, toute composante ajoutée, l'armée américaine, en avril 1917, c'était 125 000 hommes. Donc on est passé à 2 millions qui sont en France et 2 autres millions qui sont prêts à traverser l'Atlantique si jamais la guerre continuait après le 11 novembre.
Donc là, c'est un véritable miracle. Mais c'est un miracle lent. C'est un miracle qui nécessite de la patience. C'est un miracle, en somme, qui réclame de la part des Français une sorte de résignation. Il faut attendre les Américains. Et d'ailleurs, celui qui a le mieux résumé les choses, c'est Pétain. Pétain qui est devenu le commandant en chef des troupes françaises et qui dit en mai 1917 « J'attends les Américains et les chars ». J'attends les Américains et les chars parce que on commence à les utiliser, mais ils sont encore très rudimentaires, et les Américains parce qu'ils ont promis de venir, mais ils ne sont pas là. Donc ça, c'est la première conséquence. Mais la deuxième conséquence, et elle n'est pas négligeable, c'est que les Américains continuent à fournir tout ce dont les Anglais et les Français ont besoin. Et je vais vous donner un exemple. En mai 1917, il y a à Paris du blé ou de la farine pour 12 semaines, pas plus. 12 semaines, ça veut dire que jusqu'à la fin du mois d'août, on peut assurer la nourriture des Français. Il y a des cartes d'alimentation d'ailleurs, puisque les Français sont astreints à ne pas dépasser 500 grammes de pain. Vous me direz c'est beaucoup, mais à l'époque c'était un élément essentiel de la nourriture. Donc 500 grammes de pain et 12 semaines. S'il n'y avait pas le blé américain, eh bien, fin du mois d'août, les Français n'avaient plus rien à manger. C'est vrai également pour le maïs, là les Français en mangent moins. C'est vrai également pour d'autres matières comme les betteraves, c'est vrai pour des matériels comme l'acier, pour le fer, pour le coton qui sert à la fabrication des obus. Donc tout cela, en somme, provient des États-Unis et continue, en somme, à venir d'une manière de plus en plus abondante. Et bien sûr, autre changement important, les États-Unis prêtent de plus en plus d'argent à la France et de plus en plus d'argent à l'Angleterre. C'est-à-dire que ce qu'on appellera plus tard les dettes de guerre se préparent précisément en 1917-1918. Et puis enfin, il y a une troisième conséquence. Et cette troisième conséquence, c'est le programme diplomatique du président Wilson. Au fond, il ne faut pas oublier que, d'abord aux États-Unis même, tous les Américains n'étaient pas convaincus qu'il fallait entrer en guerre. Pour vous en donner un exemple, au mois de novembre 1917, il y a des élections municipales à New York. 20% des votants, 20% des électeurs votent pour des partis hostiles à la guerre. C'est bien la preuve qu'il faut aussi convaincre les Américains. Mais il faut aussi convaincre un bon nombre de Français qui commencent à désespérer. Le pacifisme fait des progrès en France. Et en mesure que les choses avancent et se bouleversent en Russie, avec la révolution d'octobre qui, comme chacun sait, a eu lieu en novembre, eh bien, avec cette révolution-là, il est évident que le bolchevisme imprègne une partie de l'opinion française. Or, Woodrow Wilson, lui, apporte quelque chose de nouveau. Et il apporte quelque chose de nouveau par son programme diplomatique et notamment par son idée de sécurité collective, par son idée de société des nations qui pourront régler les problèmes internationaux et permettre en somme aux nations de ne plus se faire la guerre quand elles sont subitement en conflit. Alors, il se trouve évidemment que les États-Unis n'entreront jamais dans la Société des Nations. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre conférence que je ferai un autre jour. Mais ça veut dire que malgré tout, cette Société des Nations, ça correspond à un idéal qui redonne confiance à beaucoup de Français. Alors, je crois que maintenant, il est peut-être temps de conclure. Vous voyez que cette entrée des États-Unis dans la guerre est un moment décisif. Alors je sais bien qu'il y a certains qui n'hésitent pas à dire, même encore aujourd'hui, et j'ai reçu récemment un mail qui allait dans ce sens, qui n'hésite pas à dire que tout ça c'est un mythe américain, que les Américains n'ont pas fait grand-chose, qu'ils n'ont servi à rien, qu'il fallait les attendre trop longtemps, etc. Bon, tout cela est en partie vrai, mais surtout en grande partie faux. Parce que sans l'apport des Américains,
il est évident que les Français et les Anglais n'auraient pas gagné la guerre. Alors je sais bien sûr, je sais que beaucoup de soldats américains ne savaient pas très bien comment se comporter dans le conflit. Je le sais. Et je vais vous en donner un exemple pour terminer. Vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas fait, il faudra le faire un jour, un film avec Gary Cooper qui s'appelle Le Sergent York. Et Le Sergent York, c'est un film qui date de 1939. Le Sergent York était, en octobre 1918, caporal. Et ce caporal venait du Tennessee. C'est un État dans lequel la chasse joue un grand rôle. Alors c'était un grand chasseur. Et le caporal York s'est mis sur une branche, dans un arbre, face aux Allemands, et à chaque fois qu'il voyait un Allemand, il tirait et il descendait l'Allemand. Alors les Allemands se sont dit, ah ben, en face de nous, nous avons sans doute une division entière. Donc comme on était en octobre 1918 et qu'on sentait que ça allait mal tourner pour les Allemands, toute une division s'est rendue, c'est moins qu'une division quand même. 200 Allemands ont déclaré qu'ils ne voulaient plus faire la guerre, et le caporal York est rentré dans son casernement avec 200 prisonniers. C'est comme ça qu'il a été nommé sergent. Bon, autrement dit, vous voyez que l'astuce a quelquefois suppléé à l'expérience, mais ça veut dire aussi que si la guerre s'était prolongée au-delà du 11 novembre 1918, la guerre ne se serait pas arrêtée là où elle s'est arrêtée. Parce que le général Pershing voulait, avec tous les renforts qu'il allait recevoir, foncer jusqu'à Berlin pour imposer aux Allemands une reddition sans condition. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Eh bien, ça rappelle 1945. C'est-à-dire qu'au fond, en 1918, nous aurions très bien pu avoir un scénario comparable à celui que nous aurons plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est pour vous dire que l'importance de l'entrée en guerre des États-Unis est véritablement décisive sur l'issue du conflit, avec évidemment un bémol, et un bémol dont il faut être parfaitement conscient, c'est que les États-Unis n'accepteront pas le traité de Versailles qui a été négocié par le président Wilson. Les États-Unis n'entreront pas dans la Société des Nations qui était recommandée par le président Wilson, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un changement de majorité en 1918 et en 1920 à Washington, et que les républicains venus au pouvoir n'avaient pas envie d'appliquer le programme du démocrate Wilson, mais il n'empêche que ces idées américaines ont marqué le monde au même titre que la présence des États-Unis sur les champs de bataille. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Vous avez oublié un point fondamental que vous connaissez très bien, c'est la semaine des hostilités entre la Russie et l'Allemagne. Alors, la fin des hostilités entre la Russie et l'Allemagne s'est faite progressivement. D'abord parce que les troupes russes étaient encore beaucoup plus démoralisées que les troupes françaises, et sous l'action, sous l'influence des bolcheviks, qui ont pris le pouvoir, comme je l'ai dit, en novembre 1917, un traité de paix a été négocié avec les Allemands et signé à Brest-Litovsk en février 1918. Alors, est-ce que cela a renforcé la présence américaine ? Oui, dans un certain sens, mais la présence américaine, n'importe comment, continuait. Ça a simplement renforcé, je crois, la présence allemande. C'est-à-dire que les Allemands n'avaient plus de front à l'Est et pouvaient concentrer leurs forces sur l'Ouest. Donc, ma conclusion serait plutôt de dire que ce traité de Brest-Litovsk donne à la présence américaine une importance encore plus forte que celle que j'ai soulignée. Oui, madame. Vous expliquez pourquoi
le général Pershing a refusé que les troupes américaines, quand elles arrivaient en France, se fondent avec les troupes françaises ou les troupes anglaises. Bon, alors je vais reprendre votre question pour que tout le monde l'entende bien. Pourquoi le général Pershing a-t-il refusé que les troupes américaines se fondent dans les armées françaises et britanniques et a réclamé à corps et à cri que les États-Unis aient une armée indépendante? Alors je dirais que cela s'explique pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que le général Pershing voulait qu'il y ait une armée américaine. Et comme je crois l'avoir dit suffisamment, il n'y avait pas d'armée américaine, il fallait la créer. Il est donc le créateur de l'armée américaine. Et en ce sens, vous savez peut-être que le général Pershing a été promu à un grade qui n'existe pas dans l'armée américaine, mais qui lui a été réservé, c'est-à-dire qu'il a été général des armées, et non pas simplement général de l'armée, avec des étoiles couleur or, alors que d'habitude c'est couleur argent. Et pour en terminer avec Pershing, Pershing est mort dans un hôpital très vieux en 1948, et quand le général de Gaulle est allé le visiter lors de son passage à Washington en 1944 et 1945, il était 2 fois, Pershing lui a demandé des nouvelles de Pétain. Il faut dire que Pershing n'était pas très frais à l'époque. Et le général de Gaulle lui a répondu avec beaucoup d'astuces, la dernière fois que je l'ai vu, il se portait bien. Donc le général Pershing voulait donc une armée américaine indépendante. Mais d'autre part, c'était aussi la mission que lui avait donnée le président Wilson. Alors, on aurait pu imaginer qu'il y ait des contingents américains qui entrent dans l'armée française ou dans l'armée anglaise. C'est ce que souhaitait d'ailleurs le commandement français et le commandement anglais. Ils avaient besoin de renforts. Mais à ce moment-là, on n'aurait pas vu d'une manière très claire ce qu'était l'apport des États-Unis. Et peut-être aussi, ces soldats américains qui n'étaient pas prêts au combat auraient été sacrifiés pour tout simplement remplir les vides laissés par les batailles extrêmement meurtrières dans lesquelles les Français et les Anglais avaient été impliqués. Donc la position de Pershing est très nette, c'est-à-dire nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants, mais nous sommes avec vous. La question ne se pose pas. Pershing avait une autre idée d'ailleurs, qui elle était beaucoup moins forte et beaucoup moins solide. C'est qu'il croyait à la valeur du fusil et de la baïonnette. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte que dans cette guerre de 1918, ce qui devenait de plus en plus important, c'était les armes automatiques, c'était les mitrailleuses. Donc ça veut dire que là, Pershing faisait des erreurs. Mais n'empêche que c'est lui qui est le créateur véritablement de l'armée américaine. Et vous savez aussi d'ailleurs que c'est à lui que nous devons un stade dans le bois de Vincennes qui porte son nom. Ça va, votre curiosité? Ah oui, allez-y. Alors là, comme vous êtes très haut, madame, il faut parler très fort. Sur quel front combattait l'armée américaine en France? Alors, sur quel front, me demande madame, l'armée américaine s'est-elle battue? Alors, l'armée américaine s'est battue sur plusieurs fronts. D'abord, elle s'est battue sur le front du Bois-Bello, qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, du côté de Château-Thierry. Mais l'essentiel a été surtout en Meuse-Argonne, c'est-à-dire la partie est du front. Parce que c'est la partie est qui avait été attribuée aux Américains qui voulaient, c'est toujours la conséquence de l'attitude de Pershing, qui voulaient avoir une partie, un secteur du front qui leur soit réservé. Donc c'est la partie est, c'est-à-dire entre la Meuse et l'Argonne, qui a été le lieu de bataille des Américains. Mais il y a eu aussi des Américains qui ont combattu en dehors de cette partie-là, notamment dans le saillant de Saint-Mihiel, notamment à Cantigny, c'est-à-dire qu'ils se sont battus plutôt du côté est, mais avec toujours cette volonté d'avoir un secteur à eux, de telle façon qu'on puisse parler du secteur américain comme on parlait du secteur britannique ou du secteur français. Monsieur Cogniet.
Non, mais tu peux rester assis. Hein. Il y avait l'armée française qui était figée dans les tranchées, et il y avait l'armée américaine qui avait, elle, l'entité d'une guerre de mouvement. Oui. C'est-à-dire, en définitive, d'aller, je dirais, emporter par masse humaine, je dirais, et faire des avancées tout à fait significatives dans le front allemand. Et en réalité, ces deux doctrines se sont opposées, et j'ajouterais, au point de vue matériel, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont pas venus avec du matériel. Ils sont venus avec des fusils, avec des baïonnettes, mais il n'y avait pas ce qui s'est produit avec du matériel. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils se sont retrouvés face à des mitrailleuses avec le de bonne volonté qu'ils ont pour mourir. Bon, je remercie Jean Cogniet des précisions qu'il apporte. Je vais exactement dans son sens, c'est-à-dire que le général Pershing considérait que les Français et les Anglais étaient en retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'ils avaient enterré, pourrait-on dire, enterré non pas dans le sens mortuaire, hein, mais dans le sens tactique. Ils avaient enterré leurs troupes dans les tranchées, donc ils faisaient ce qu'on appelle en anglais du trench warfare, tandis que Pershing, lui, pensait qu'il fallait faire une guerre de mouvement. C'était un peu d'inspiration napoléonien, d'ailleurs, parce que tout l'état-major américain vit sur le souvenir des guerres napoléoniennes. Donc, pour les Américains, la stratégie, la bonne stratégie, c'est l'offensive, c'est-à-dire l'open warfare, c'est-à-dire qu'on se lance à l'assaut de telle façon qu'on remporte la victoire, si on y arrive, bien sûr. L'open warfare, les Français l'avaient aussi pratiqué dans certaines circonstances, mais ça avait donné des résultats catastrophiques, hein, y compris, par exemple, l'offensive du chemin des Dames. Hein. Donc, il y avait bien, de la part de Pershing, des idées stratégiques différentes des idées qui pouvaient avoir cours auprès de Joffre, auprès de Pétain, auprès de Foch. Mais il n'empêche que les soldats américains n'étaient pas en mesure de répondre vraiment aux demandes de Pershing, puisqu'il manquait d'instructions, il manquait aussi d'armement, puisque la plupart des armements ont été fournis par les Français ou par les Anglais. Pour les Anglais, vous avez une image qui est très simple, c'est que quand vous voyez les Américains au combat, ils portent un casque anglais. Ils portent pas un casque, il n'y a pas de casque américain à l'époque. Ils ne portent pas le casque français, sauf 2 régiments noirs qui ont été intégrés dans l'armée française et qui, eux, étaient habillés à la française. Mais sinon, tous les autres sont habillés à l'américaine en partie et à l'anglaise de l'autre partie. Et en 1943, oui, là je passe d'une guerre mondiale à l'autre, hein, mais en 1943, De Gaulle, à Alger, réclamait de la part des Américains des armes pour les forces françaises libres. Et il avait du mal à obtenir ce qu'il voulait. Donc, De Gaulle raconte dans ses mémoires qu'il s'est adressé à Eisenhower en lui disant « Mais en 1917, qui est-ce qui a fourni des fusils? Qui est-ce qui a fourni des canons aux Américains? Ce sont les Français. Donc, maintenant, c'est au tour des Américains d'équiper les Français. » Alors, vous voyez, il y a une sorte d'échange, mais en même temps, on voit bien ce changement qui se produit, c'est-à-dire que dans la Première Guerre mondiale, la France est une puissance très forte qui peut parvenir et à aider les Américains à combattre. Mais dans la Seconde Guerre mondiale, évidemment en 1943, la force de la France est à reconstruire sous l'autorité du général de Gaulle, et ça ne se fait pas sans mal. Donc c'est un changement dans l'histoire du monde qui est caractéristique justement quand on compare les 2 guerres mondiales. Ah oui, d'accord. Vous êtes tellement haut, comment voulez-vous que je vous voie? Est-ce que les Américains ont été remboursés de leurs prêts importants? Ils l'ont toujours réclamé et ils n'ont jamais été remboursés. Il n'y a qu'un seul pays qui ait remboursé les États-Unis pour leur dette de guerre, c'est la Finlande. Et dans l'opinion américaine, au cours des années 30, on parlait toujours de « brave little Finland »,
La brave petite Finlande qui, elle, avait payé ses dettes, tandis que les Français, eux, ils n'avaient pas payé, et les Anglais non plus, d'ailleurs. Donc, il faut dire que ça a été passé à l'as, et de temps en temps, un peu moins maintenant, mais il y a encore quelques années, ça se faisait, au Sénat des États-Unis, il y a toujours un sénateur qui se lève pour dire aux Français « N'oubliez pas que vous n'avez pas payé vos dettes ». Et c'est vrai d'ailleurs, on ne les a pas payées. Ah non, non, attends, vous vous trompez là. Ce n'est pas la guerre de sécession, c'est la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance. Alors, oui, c'est vrai que nous, Louis XVI, hein, je ne me prends pas pour Louis XVI, mais Louis XVI a en effet payé le transport et la participation au combat du corps expéditionnaire sous l'autorité du comte de Rochambeau. Ça, c'était en 1780. Ça a coûté... Et vous savez que cette participation française est à l'origine des difficultés financières du royaume et peut-être à l'origine de la réunion des États généraux qui a dégénéré précisément en révolution. Donc Louis XVI est à l'origine de la Révolution française par l'argent qu'il a donné pour la guerre d'indépendance américaine. Vous voyez ? Il faut y penser à ça. Hein. Donc, mais n'importe comment, les Américains ont prêté beaucoup plus d'argent en 1718 que les Français n'en ont dépensé en 1780-1781. Ça, je peux vous l'assurer. Curiosité satisfaite? Ah non, allez-y, monsieur. Monsieur Quénin. Vous parlez de contribution financière matérielle des uns des autres, et une contribution beaucoup plus importante, c'est celle du sang versé. Du quoi? Du sang versé, oui. Alors, les pertes américaines sont relativement légères si on les compare bien sûr aux pertes françaises. Mais les Français ont combattu pendant 4 ans et les Américains ont été en guerre pendant 19 mois. À vrai dire, même pas 19 mois, puisqu'ils ont vraiment été en guerre pendant les 6 derniers mois de la guerre. Au total, les Américains ont perdu moins de 50 000 hommes. Mais il faut y ajouter 100 000 autres qui sont morts ou bien de maladie, ou bien en traversant l'Atlantique, mais qui ne sont pas morts au combat. Donc au total, les pertes américaines, c'est 150 000, alors que les pertes françaises avoisinent les 1,5 million. Donc c'est sans commune mesure. Sans commune mesure. Mais n'oubliez pas que dans les chiffres mortuaires ou les chiffres mortifères qu'on peut citer, là où les Américains ont perdu le plus d'hommes, c'est pendant la guerre de sécession. Pendant la guerre de sécession, ils ont perdu jusqu'à 700 000 morts, 700 000 morts sur une population de 31 millions d'habitants. Et ce sont des morts qui ont été tués par d'autres Américains, puisque c'était une guerre civile. Donc la guerre de sécession, c'est celle qui a coûté le plus cher aux Américains. Elle est plus importante de ce point de vue-là que la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes américaines s'élèvent à 400 000 morts. Alors vous allez me dire que ce décompte mortuaire est un peu insupportable ou intolérable, c'est vrai, mais il faut revoir, c'est simplement pour vous montrer la gravité de la situation. Les pertes pendant la Première Guerre mondiale sont quand même relativement légères, même si les 50 000 morts, ce sont des morts et par conséquent des gens à qui nous devons tout le respect que nous manifestons d'ailleurs à différentes occasions, et notamment dans la commémoration que nous avons faite au cimetière militaire samedi dernier. Eh bien, nous pouvons remercier M. Caspi pour sa brillante conférence
sur l'entrée des États-Unis, sur l'entrée en guerre des États-Unis en 1917.